Bonjour, je suis Bruno Guillois. J'ai effectué mes études d'histoire de l'art au sein de Paris 4 Sorbonne et mes études ont principalement porté sur les maîtres peintres, sculpteurs et parisiens au XVIIIe et XVIIe siècle. J'ai travaillé pendant mon master à l'étude d'un peintre qui s'appelle Augustin Oudard-Justinat, peintre quelque peu intrigant et qui m'a poussé à investiguer un petit peu plus loin, cette fois-ci sur la population elle-même des peintres et sculpteurs. Donc ce qui m'a poussé un petit peu plus loin, en effet, à soutenir une thèse en 2019 intitulée « La communauté des peintres et sculpteurs parisiens, de la Corporation à l'Académie de Saint-Luc ». Ce sujet m'a permis d'explorer la dimension double de cette communauté des peintres et sculpteurs parisiens, qui est avant tout une corporation, mais qui se double au début du XVIIIe siècle d'une école de dessin que cette communauté va créer sur le modèle de celle existant à l'Académie royale. À partir de ce début du XVIIIe siècle, à partir des années 1705-1706, l'Académie de Saint-Luc, ainsi va-t-elle s'appeler, va aller jusqu'à concurrencer l'Académie royale en ayant elle aussi une organisation particulière avec recteurs, professeurs, adjoints, conseillers qui vont organiser cette école de dessin. Rappelons que l'Académie royale doit son existence au privilège qui lui est accordé d'enseigner seul publiquement le dessin d'après le modèle et l'obligation dans laquelle sont tenus de se faire recevoir tous les peintres et sculpteurs qui travaillent pour la maison du roi. Au début du XVIIIe siècle, la situation est tout autre. Le trésor royal s'est vidé à la fin du XVIIe siècle. Nombreux sont les académiciens qui n'ont pas pu se faire recevoir. La corporation s'est donc grossie de nombreux artistes qui en profitent pour faire ouvrir une école de dessin rivale directement de celle de l'Académie royale et dans laquelle ils pourront professer. Nous avons ainsi pour le début du XVIIIe siècle parmi les membres fondateurs des noms assez singuliers, parfois inclassables, dont l'étude a été rendue parfois difficile parce qu'ils n'étaient pas vraiment membres de l'Académie royale. Nous avons entre autres des peintres qui ont peint des mets pour Notre-Dame, ainsi par exemple Mathieu Elias, Claude Saint-Paul. Nous avons aussi un dessinateur et peintre, Antoine Dieu, dont l'œuvre est assez prolifique et qui finit à la fin de son existence par entrer à l'Académie royale. Nous avons en particulier son débarquement de Saint-Paul, un très beau dessin, qui est sans doute le modèle qui lui a servi pour son chef-d'œuvre d'admission à l'Académie de Saint-Luc. Nous avons aussi des peintres qui sont peut-être moins représentatifs du grand genre historique, tels par exemple Pierre-Denis Martin, dont les paysages sont fort connus, associant souvent des maisons royales. Nous avons aussi dans un autre genre pictural un peintre tel que Claude III-Audran, qui a été très important, on le sait, pour la formation d'Antoine Watteau. Et dans le domaine, cette fois-ci, de la statuaire, d'autres personnages qui seront aussi des professeurs de l'Académie de Saint-Luc, tels que Sébastien Slotz, Pierre Lepôtre ou encore Louis Garnier. Parmi les artistes représentatifs de cette académie, nous avons aussi un artiste quelque peu méconnu, Pierre Servet-Nicolet, qui est aussi capable non seulement de fournir un tableau de chevalet de veine néoclassique proche d'un Vien, mais aussi de diversifier son activité en peignant par exemple des dessus de porte, en s'adonnant aussi à la gravure et ayant aussi une activité d'ornemaniste en produisant des vases de styles variés et diffusés par le médium, un autre médium, donc celui de la gravure. Une spécificité intéressante de l'Académie de Saint-Luc est la réception des femmes en son sein. On sait que l'Académie royale, au début du XVIIIe siècle, a refusé de recevoir des académiciennes de manière assez ferme, alors que dans le même temps, l'Académie de Saint-Luc en recevait de nombreuses, et ce, dès 1699. Aussi, la population des maîtresses peintresses, ou sculpteuses, comme on disait alors, occupe une place importante par rapport à celle qu'on peut observer dans d'autres communautés de métiers.
Dans cette population de femmes, nous avons une diversité de statuts. Nous avons aussi bien des femmes qui peuvent peindre des éventails, des femmes qui se font recevoir pour des tâches assez artisanales, et d'autre part, nous pouvons aussi avoir des femmes artistes. Le cas le plus flagrant est bien évidemment celui de Vigée Lebrun, dont le père était déjà professeur à l'Académie de Saint-Luc. Nous avons aussi des femmes telles cette demoiselle Bélanger qui se fait recevoir, sans doute est-elle peintre, mais elle en profite aussi pour avoir son propre commerce de tableaux, dont témoigne une très belle vente qui a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle. Enfin, nous avons aussi des cas plus inédits, tels celui de la demoiselle Navarre, dont les œuvres ressurgissent à nouveau. Donc c'est un dossier très important qu'il conviendra de creuser plus avant, dans les années qui viennent, celui concernant véritablement les maîtresses peintresses ou sculpteuses et leur autonomisation et leur place dans la société au XVIIIe siècle. Je suis donc très heureux d'obtenir ce prix Lambert qui permettra de financer la publication de cette thèse. En effet, l'activité de la sauvegarde de l'art français porte principalement sur la restauration et l'entretien d'un patrimoine qui est souvent méconnu, qui doit être souvent exhumé. Et j'ai la chance de disposer dans cette thèse d'un corpus relativement important d'œuvres et d'artistes qui, j'espère, occuperont non seulement mon travail de publication, mais je l'espère aussi de nombreux chercheurs qui pourront, grâce à cette publication, s'intéresser à des noms parfois inédits.